Bonjour, je suis Cyril Attias, entrepreneur dans le digital depuis 1998 et fondateur d'agence-des-médias-sociaux.com. Marketing et influence est le podcast où on prend le temps d'analyser les stratégies marketing, social media et le marketing d'influence. Chaque épisode est l'occasion de rencontrer des professionnels du marketing et de l'influence. Que ce soit des directeurs marketing, directeurs généraux, créateurs de contenu ou même des followers d'influenceurs. Dans Marketing et Influence, on parlera des stratégies de marque, de la digitalisation, des nouveaux enjeux du marketing et pourquoi ou comment les influenceurs choisissent les collaborations et comment cela a changé leur vie. Il y a un vrai travail aujourd'hui de collaboration. Ok, les créateurs de contenu sont très sollicités. Ok, ils ont beaucoup d'audience. Ok. S'ils veulent gagner en crédibilité, il faut qu'ils travaillent avec les agences. Avoir 100 000 vues et 1000 commentaires positifs, ça m'intéresse. Les deux m'intéressent, toujours pareil, on est dans la contradiction et dans le débat, donc j'ai pas de problème à me faire critiquer. Après, tout dépend de la critique. Il faut être constructif. Ce podcast vous est présenté par agence-des-médias-sociaux.com, l'atelier expert en social media et marketing d'influence. Bonjour, aujourd'hui je reçois Thomas Ledis, responsable social media et influence chez EDF. Profil hybride, passionné de vin et de sport, curieux de nature, il nous parle de son passage en agence, de sa vision de l'influence et des relations avec les agents et ses partenaires agences. Bonjour Thomas, comment vas-tu ? Salut Cyril, ça va très bien, merci et toi ? Super, écoute, merci d'être venu dans notre émission. Je te propose de présenter en quelques minutes pour nos auditeurs. Écoute, oui. Me présenter, c'est facile. C'est toujours le truc le plus compliqué, non, en fait. Toujours. Donc, je m'appelle Thomas, je suis responsable du pôle social média et influence du groupe EDF, que j'ai rejoint en février 2020. Et avant, j'ai débuté ma carrière comme journaliste avant de passer un tout petit peu chez l'annonceur à la Fédération française de foot. Et puis ensuite en agence, où j'ai notamment été chez We Are Social et chez Publicis. Super. Quelle est ta mission aujourd'hui, Thomas, au sein d'EDF, qui est quand même une grande entreprise, une grande maison ? Alors la mission, elle est assez large d'une certaine manière. Déjà, on travaille en équipe. On est un pôle de 7-8 personnes qui est inclus dans une encore plus grande équipe qui s'appelle le Live Hub, qui inclut en fait le service de presse. Donc c'est au siège d'EDF. On est tous au même étage, service de presse plus le pôle social média et influence du groupe. Donc nous, on est là pour veiller à la bonne réputation du groupe. Donc ça, c'est déjà un premier point. Ça veut dire que notamment dans l'équipe, on a une personne qui est une analyste qui veille en fait à toutes les conversations sur EDF, sur les réseaux sociaux notamment et sur le digital de manière un peu plus globale. Donc nous, on veille déjà à la réputation du groupe au quotidien. Et puis ensuite, en fait, on va apporter notre expertise pour travailler sur tous les sujets du groupe, c'est-à-dire la production, les services aux clients, etc., pour aider en fait à mieux faire comprendre l'action du groupe, mieux faire comprendre l'action des 160 000 salariés du groupe, que ce soit dans la production d'énergie ou dans la fourniture d'énergie auprès des particuliers, des professionnels. D'accord. Donc aujourd'hui, tu as plusieurs marques chez EDF. Il y a plusieurs marques qui sont créées. Aujourd'hui, est-ce que tu as des marques qui sont plus... Est-ce que toutes les marques, d'ailleurs, sont sur les réseaux sociaux ? Comment tu définis un petit peu les personas de chacune ? Ou est-ce qu'elles ont toutes les mêmes droits ? On a un écosystème, effectivement, sur les réseaux sociaux qui est extrêmement large. On a plus d'une centaine de comptes au global. Alors, nous, côté de mon pôle, on va vraiment gérer la partie corporate. C'est-à-dire le compte EDF, celui qui est le plus suivi, d'une certaine manière, sur les réseaux sociaux, donc qui est, on va dire par définition, le plus social. Celui qui est aussi le plus interpellé par les clients lorsqu'ils ont des problématiques de facture, par exemple. Voilà. Donc c'est celui qui est le plus vu et le plus visible. Ouais, le plus lisible aussi sur les réseaux. Ensuite, effectivement, on a beaucoup de marques. Donc, on va avoir Dalkia, on va avoir Easyvia, on va avoir les comptes de centrales nucléaires, les comptes de direction d'action régionale aussi. Donc, voilà, on a des ancrages territoriaux hyper importants. On a EDF Renouvelable aussi, qui est bien sûr un pilier extrêmement important aussi de la stratégie du groupe. Donc, on est très présent sur les réseaux, beaucoup sur Twitter, avec une grosse variété de comptes, avec des audiences plus ou moins importantes. Beaucoup sur LinkedIn aussi. Et ensuite, sur Instagram, grosso modo, il y a surtout le compte EDF quand même, que l'on monitore et que l'on opère depuis mon équipe. Et enfin, on a sur Facebook, donc c'est EDF, mais c'est vraiment plutôt dédié à la partie service client, donc gestion de toutes les offres commerciales, etc. Donc, il n'y a pas de marque plus sociale qu'une autre. Il y a un gros écosystème. On accompagne tout le monde. On est positionné avec mon équipe un petit peu comme une agence au sein du groupe et on essaie d'apporter le conseil
pour ramener un maximum de connaissances à nos interlocuteurs, interlocutrices, et à faire en sorte que ceux et celles qui opèrent des comptes sur les réseaux sociaux le fassent de la manière la plus efficace possible. Du coup, vous centralisez tout dans ton équipe à Paris, ou bien vous avez des équipes régionales ou locales qui aussi font le relais Alors, elles font le relais, clairement, il y a des équipes. Nous, on centralise finalement peu de choses. On centralise vraiment tout ce qui concerne les comptes, entre guillemets, parce que c'est leur nom sur les réseaux, EDF officiel. On a eu du mal à avoir les acronymes au bon moment, au bon endroit, mais donc on est arrivé un peu plus tard que certains qui avaient déjà hacké le compte EDF, ce qui est pas super un truc hyper simple et hyper agréable, mais voilà. Donc nous, on opère vraiment ces comptes-là, et ensuite on intervient vraiment comme conseil auprès de ceux qui opèrent d'autres comptes. D'accord. Ça veut dire typiquement que quand une direction d'action régionale veut créer une opération social média ou veut créer une opération d'influence, que ça arrive parfois avec l'ancrage local, elle se rapproche de nous et nous on va l'accompagner, mais c'est elle qui opère. D'accord, vous êtes une fonction support, coordination et en même temps guideline, j'imagine, pour c'est exactement ça. On a créé depuis 2 ans, depuis mon arrivée, on a créé une stratégie social média, une charte de gouvernance, une charte éthique aussi, parce que c'est hyper important d'accompagner les salariés qui veulent s'exprimer aussi en leur nom sur les réseaux sociaux. Donc, vraiment leur expliquer dans quel cadre ils peuvent le faire. On a créé des fiches pratiques, parce que c'est bien gentil de vouloir aller sur LinkedIn, sur Twitter, etc. Mais autant le faire avec les bons codes. On a créé un playbook pour mettre tout ça en musique. Donc, oui, on a créé beaucoup de documents qui nous permettent aujourd'hui de nous dire que, grosso modo, on a les bases et que demain, mon équipe change, on a les documents qui permettent... Tout est documenté, tout est expliqué et rationalisé chez les gens. Ils ne sont pas perdus. Normalement, non. Non, ils sont sur le réseau interne de l'entreprise, au bon endroit. La communauté communicant peut y accéder sans problème. Mais ça, c'était vraiment un truc qui était à la fois une grosse demande de l'interne, parce qu'on a, entre guillemets, un peu révolutionné le truc il y a 2 ans et demi quand je suis arrivé. On n'avait pas de strat. On a eu la chance énorme d'avoir la raison d'être du groupe qui est intervenue au même moment que mon arrivée. Donc en fait, on s'est basé sur cette raison d'être pour faire une consultation et choisir notre stratégie social média et influence. Et en fait, derrière, ça a généré plein de questions, parce que j'ai la chance, du fait de mon parcours et les personnes de mon équipe aussi, d'avoir cette expertise-là et d'avoir cette connaissance. Beaucoup de gens avec lesquels nous travaillons n'ont pas forcément cette expérience-là. Bien sûr, c'est pas le quotidien. Et donc, pour le coup, ça a généré des questions. Et le fait de créer ces documents-là, de travailler avec eux sur des bases saines, mais cadrées, ça nous a permis, plutôt cadrées d'ailleurs, ça nous a permis aujourd'hui de travailler en bonne intelligence et de manière pertinente et impactante, ce qui est un vrai sujet. Et aujourd'hui, on parle de social media. Vous avez aussi, donc tu l'as cité, des campagnes d'influence. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des choses qui sont importantes chez vous ? Est-ce que c'est devenu... plus important que le social ou différemment? En tout cas, comment ça marche chez vous? C'est très complémentaire. C'est devenu aussi crucial que le social. D'ailleurs, aujourd'hui, la complexité, c'est qu'en fait, les créateurs de contenu s'expriment sur les réseaux sociaux. Donc, in fine, tout ça est complémentaire. Et si on en fait un cercle vertueux, c'est plutôt cool et bon pour la marque et pour l'entreprise. On a en tête cette conviction que le pouvoir de la recommandation, il est très fort, et qu'aujourd'hui, quand un créateur de contenu prend la parole à travers nos messages d'une certaine manière, ou en tout cas notre actualité, il est souvent plus écouté, plus suivi que si c'est nous qui diffusons directement sur nos réseaux, même si on met du paid dessus. Donc c'est hyper important. Donc en fait, nous, à chaque fois que l'on travaille sur une campagne, on va la travailler sur plusieurs aspects. Enfin, en tout cas, c'est même pas des campagnes, c'est plutôt des dispositifs de communication avec des sujets. Et on va la travailler sur plusieurs aspects. Premier aspect, ce que nous allons dire en tant qu'émetteurs sur nos réseaux. Deuxième aspect, ce que l'on va travailler avec les dirigeants pour leur faire prendre la parole sur le sujet en question. Ce que l'on va travailler avec des créateurs de contenu plus ou moins grand public par rapport à ce sujet-là. Et puis le dernier point, comment on va travailler, et c'est souvent le travail que l'on met en place avec les relations presse, en RP, avec les journalistes, avec les leaders d'up, comment on va faire en sorte que ce sujet-là soit aussi repris. Et en fait, on essaie de faire la quadrature du cercle. Si tout se passe bien et si on a coché les bonnes cases, normalement, le sujet ressort bien, il est lisible, compris, et par une cible assez large. Assez large. Du coup, est-ce que
Parce que EDF, c'est un sujet qui est pas complexe, mais qui est différent qu'une glace, évidemment. Est-ce que tu vois de la difficulté pour communiquer au nom d'EDF avec des créateurs de contenu parce que c'est souvent un service, ou bien peut-être un partenariat, ou un sponsoring que vous pouvez faire. Ça dépend des sujets. Est-ce que c'est du produit, du service ou du sponsoring, par exemple? En fait, ça dépend des sujets. Pour le coup, quand tu veux parler de déménagement, qui est un sujet qui est extrêmement important pour le groupe, parce qu'en fait, lorsqu'on déménage, on sait que souvent c'est là où se fait le choix du fournisseur d'énergie. Oui. Donc, c'est hyper important pour nous, comme pour tous les autres énergéticiens, mais c'est hyper important pour nous d'être présents à ce moment-là. Donc, on travaille sur ces sujets-là. Là, effectivement, on parle de services, on parle de produits, on parle de facture d'électricité, in fine, aussi. Après, il y a toute l'autre partie, qui est une partie qui est beaucoup plus complexe à traiter, qui est la partie de la production d'électricité. Le nucléaire, le solaire, l'éolien et l'hydroélectricité aussi. Il y a des sujets qui sont plus ou moins compliqués parce que quand on discute avec des créateurs de contenu, on essaie aussi de se mettre en danger d'une certaine manière. C'est-à-dire que si c'est pour parler à quelqu'un qui est pro-nucléaire du nucléaire, ça c'est facile. Et son audience sera captive. C'est important. Mais l'idée, c'est quand même d'ouvrir, de montrer que EDF est un producteur d'énergie responsable, que dans notre raison d'être, nous avons intégré clairement la défense de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, en fait, notre objectif, c'est ça, et de montrer qu'en fait, on met tout en place pour. Parfois, on a des créateurs de contenu qui nous disent « Je me sens pas à l'aise par rapport à ma communauté de traiter tel sujet ». Donc, en fait, à nous de lui apporter soit un autre angle, une autre possibilité de traiter le sujet EDF, soit de le convaincre aussi, soit parfois de dire bon, c'est pas pour cette fois, mais on reste en contact et la fois d'après avec plaisir. Oui, parce que du coup, vous acceptez le débat, vous acceptez la contradiction, et en tout cas l'argumentaire qui va faire que vous allez vous aussi influencer peut-être des fois des créateurs de contenu pour aller sur un sujet ou un autre. Si tu vas pas sur... soyons très clairs, on va sur les réseaux sociaux, c'est qu'on accepte la conversation, la discussion, le débat et la contradiction. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir l'ampleur que ça prend. J'ai un exemple hyper... moi qui m'a beaucoup interpellé, Hugo Clément, que l'on connaît tous et qui est notamment sur l'émission Sur le Front, a fait un Sur le Front sur EDF il y a très peu de temps. Et donc on lui a ouvert les portes, il est avec le service de presse un petit peu partout, et notamment dans une tour d'une centrale nucléaire. Et il fait des TikTok. On lui a rien demandé, on est bien d'accord. Hein. Il fait des TikTok. Ces TikTok ont fait plusieurs millions de vues. Et où il explique en fait que la fumée blanche que l'on voit au-dessus d'une tour aéro-réfrigérante, c'est de la vapeur d'eau et c'est surtout pas du CO2. Et en fait, Hugo Clément, c'est quand même au départ quelqu'un, et ça l'est toujours, et il a ses convictions et que l'on respecte. Très très militant. Ouais. Voilà, très militant pour l'environnement, etc. Et c'est hyper important que dans sa démarche, il ait cette démarche aussi de transparence, de dire voilà, juste là, je suis dans une centrale nucléaire. Ok, il y a ça, mais il y a aussi ça, et ça, objectivement, ça nuit pas à l'environnement. Il y a d'autres choses sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord, mais c'est pas grave. Le but, c'est justement d'avoir ces échanges-là, et que la communauté d'Hugo Clément, elle a appris quelque chose parce que il est allé faire ce reportage-là, et que derrière, il a pu le partager à sa communauté. C'est juste hyper important. Bien sûr. Donc ça, c'est intéressant parce que ça vous met aussi dans une réflexion permanente de vous améliorer, d'avoir aussi constitué, j'imagine, ce groupe d'ambassadeurs, finalement, selon les sujets, qui peuvent, qui comprennent, avec qui vous avez pris le temps d'expliquer les choses, qui ont compris que certains sujets sont pas si mauvais que ça, ou en tout cas, qui ont compris les bouts, les aboutissants, pour pouvoir juger, quoi. De toute façon, il y a un respect à avoir de la conviction. Tout à fait. Et ça, c'est clé. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait notre force, c'est que, et on le voit, on fait des OP... et derrière, on a du earn, c'est-à-dire que derrière, on a aujourd'hui des créateurs de contenu, des leaders d'opinion qui nous appellent pour nous dire moi, j'aimerais bien le faire, et il n'y a pas de question de budget, il n'y a pas de question de partenariat. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, quand même, on fait pas trop mal notre travail. Voilà, c'est important de communiquer sur le sens de l'entreprise, ce qu'elle porte, les messages, les valeurs et tout ce que l'on veut mettre en place pour le futur et le bien-être de chacun demain, tout en respectant les convictions. On se met à la hauteur de on n'est pas au-dessus, quoi. On se parle d'humain à humain, et on respecte les convictions de chacun. Et c'est aussi ça qui enrichit le débat. C'est aussi ça qui enrichit la contradiction.
Et moi, je crois profondément en ça. Donc, ouais, il faut continuer à faire ça. Il faut continuer à avoir cette. Ça a été facile de mettre EDF quand même au même niveau qu'un influenceur, qui est quand même une grande entreprise, une des plus grandes en France, dans cette posture-là. C'est une question de personne. C'était déjà en place quand t'es arrivé ou t'as dû convaincre pas mal de gens en interne? Non, c'était déjà en place. Enfin, je pense pas qu'on ait eu besoin de convaincre tant de ça. Après, je pense que c'est vraiment une question de personne. Ouais. Aujourd'hui, on a des relations directes avec avec de plus en plus de créateurs de contenu, de plus en plus d'influenceurs. On a des relations en direct. À chaque fois, ça se passe très bien. Les agences avec lesquelles nous travaillons, comme il y a un respect aussi du travail fait par les agences, il n'y a aucun problème pour les agences de nous mettre dans la même salle que le créateur de contenu, nous, et qu'on ait ces discussions. Ouais, bien sûr. Voilà, exactement. Ouais, mais c'est pas toujours le cas. Ouais, c'est vrai. Il y a des agences parfois, et puis nous, il y a eu des agences avec lesquelles on travaillait qui nous disaient non, c'est moi qui parle. Ouais, mais en fait, ce que tu dis, ça marche pas puisqu'en fait, on se comprend pas et le dispositif ne convient pas. Donc, parlons-nous tous ensemble et ça devrait s'améliorer. Et en l'occurrence, c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, il y a un vrai travail collaboratif, respectueux encore une fois, parce que je pense que j'ai la conviction que les créateurs de contenu, les influenceurs, ce sont bien plus que des hommes sandwich, que en fait, et puis c'est pas parce que tu as un partenariat payant que d'un seul coup il doit se faire tatouer EDF sur le bras. Donc voilà. Donc je pense que c'est ça en fait. Et puis il faut aussi comprendre que ces gens-là, déjà c'est leur métier, ils parlent à des communautés au quotidien et qu'en fait s'ils parlent différemment à ces communautés, ton contenu va sûrement moins bien marcher et potentiellement eux en plus ça va les desservir, donc c'est pas une bonne chose. Il faut qu'on soit dans un cercle vertueux, c'est vraiment un deal win-win. Bien sûr. Et moi ça j'y tiens, donc on est vraiment dans cette démarche là et on essaie vraiment de la perpétuer au mieux. Comment vous travaillez vos campagnes d'influence justement? Est-ce que c'est des campagnes que vous imaginez au siège et que vous êtes ensuite vous demandez de relayer en région ou en local si vous en faites? Et où est-ce que c'est un plan annuel avec des temps forts comme on pourrait faire sur des marques je dirais classiques qui vendent du produit, ou bien c'est en fonction de l'opportunité Alors, sur la partie service, il va y avoir des plans annuels. Ouais. On sait d'ores et déjà que on traite le déménagement à une certaine période de l'année, qu'on traite les économies d'énergie à une certaine période de l'année, etc. Alors maintenant, on va les traiter, je pense, de manière plus globale tout au long de l'année. Mais oui, effectivement, il y a des plans marketing pour les services qui sont clairement définis. Sur la partie plus corporate et plus amont, donc production, ça va plutôt se jouer sur des temps forts, soit du groupe, type, là, on est en train de mettre en mer le premier champ éolien offshore du côté de Saint-Nazaire. Donc ça, on sait que c'est un temps fort important pour l'industrie et pour le groupe. Donc ça, on va en parler là, à partir de cet été, pas mal. Après... Déjà, on va essayer de travailler sur avoir une bonne idée. Parce que, pareil. Il faut toujours avoir une bonne idée. Oui, mais il vaut mieux partir de l'idée plutôt que de se dire, tiens, je vais aller sur tel canal. J'ai eu une discussion encore ce matin. Je sais qu'on va en parler, mais ce matin, on m'a dit, ouais, on va aller sur TikTok. Ok, mais pour faire quoi? Parce que sur TikTok, aujourd'hui, ils sont 30%. Avant, ils étaient que 1%. Oui, mais tu n'as pas d'idée. Donc, je suis pas sûr qu'on aille sur TikTok, en fait. Ah oui, mais je veux y aller. Oui, mais... Donc, en fait, on va se poser avec mon équipe, à travers les différents calendriers que l'on obtient, sur lesquels on travaille avec nos interlocuteurs, métiers, régions, etc. On définit un espèce de plan d'action qui, de manière objective, au 1er janvier, ne sera déjà plus le même le 15 janvier et alors encore moins le même le 15 mars, tu vois. Faut être réactif. Ouais, non mais c'est ça. Donc en fait, on définit des grandes tendances, des grands axes, ce sur quoi on a vraiment envie de prendre la parole. Quand on a des gros événements industriels comme Saint-Nazaire, clairement, ça en fait partie. Il y a des saisonnalités. On sait qu'on va parler d'économie d'énergie à un moment donné. On sait aussi qu'on va parler des hydroguides. Les hydroguides, ce sont ceux qui se baladent le long des fleuves en aval des barrages tout l'été pour accompagner les vacanciers, pour éviter qu'il y ait des accidents, etc., pour sensibiliser aussi aux problématiques environnementales. Donc, on sait qu'on va parler de ce type de choses-là. Ensuite, on va plutôt poser des briefs. Souvent, nous, on a des idées, mais on évite de les mettre dans les briefs pour laisser aussi quand même la part créative aux agences. Bien sûr. Et puis ensuite, on discute avec elles des propositions qu'elles nous font et de la manière dont on va les mettre en place. L'idée, c'est vraiment, encore une fois, de revenir à cette quadrature du cercle, c'est-à-dire dans le brief, on dit voilà, on a ce sujet à traiter, ce sujet-là, attention, il nous faut une idée,
Mais cette idée, il va falloir qu'elle vive sur, certes, un canal, certes, des créateurs de contenu, mais surtout sur nos réseaux et potentiellement qu'elle puisse être prise par nos dirigeants, voire en RP. Et pour ça, on sait quand même tous qu'il faut une très bonne idée. Bien sûr. Voilà. Donc, ce que l'on va beaucoup demander aux agences, c'est ça. Et ensuite, on va décliner avec elles sur la manière dont on va opérer sur nos différents réseaux. Aujourd'hui, la partie partenariat ou sponsoring, c'est traité d'égal à égal avec les services chez vous? Ou est-ce que c'est des choses que Alors, pas du tout, parce que c'est pas géré dans le même pôle. C'est ça, c'est pas le même pôle. Ouais, non, c'est le pôle publicité. D'accord. Qui va gérer plutôt toute la partie commerce, donc toute la partie service, etc. Et nous, on va plutôt gérer toute la partie corporate, donc plutôt amont production. Mais on va traiter aussi des choses, tu vois, économie d'énergie, typiquement. On va en parler. Mais on va en parler différemment. C'est-à-dire moins de liens vers le service, plus de liens avec l'usage au quotidien. Donc nous, on est là pour accompagner les Français, entre guillemets, c'est un peu général ce que je veux dire, mais on est là pour accompagner les Français, leur donner des clés de compréhension sur comment on produit l'électricité, comment on peut l'utiliser. Et au niveau du pôle pub, c'est comment on leur fournit l'électricité et d'une certaine manière, les offres qu'ils doivent prendre pour derrière pouvoir... D'accord. Donc du coup, vous pouvez aussi avoir des campagnes d'influence au niveau publicitaire. Oui. Et dans ton pôle. Donc là, après, Exactement. j'imagine que chez vous, c'est une coordination en interne. En termes de timing, en termes de casting aussi, pour pas avoir peut-être les mêmes influenceurs sur des campagnes complètement différentes. Enfin, soit pareilles, soit complètement différentes, pour être un peu rationnel, quelque part. Il y a ça, et puis elle fait aussi qu'on est sollicité pour challenger les propositions que peuvent leur faire les agences. Tout à fait. Ouais. Oui, comme tu es une agence un peu interne, tu es aussi un expert interne qui va donner son avis sur une campagne. J'imagine qu'ils doivent te consulter un peu. C'est l'idée, c'est de savoir, tiens, voilà, l'agence nous propose tel influenceur, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non. Il y a eu des agences, enfin, j'ai eu un cas précis d'un créateur de contenu qui a été partagé et recommandé. Et donc, on est venu nous voir et nous, on a regardé. En fait, on s'est aperçu que la personne, en l'occurrence, avait quitté YouTube pour Instagram et l'agence parlait de vidéos YouTube. Ouais, c'était plus le sujet. Et c'était beaucoup moins le sujet, en fait. Et donc, en fait, on leur a dit, nous, on est plutôt raccord, aligné avec le choix de la personne. Par contre, sur la plateforme, on n'est pas certain. Et à l'aune de l'idée, on se dit que ça vivrait mieux là. Donc, nous, on a cette expertise de recommandation. Après, parfois, elle est suivie, parfois non, mais pour d'autres raisons et sur lesquelles on est de toute manière aligné à la fin, quoi. Bien sûr. Et aujourd'hui, en termes si on parle d'investissement, en termes de budget, sans donner de chiffres, évidemment, bien sûr. En termes de répartition aujourd'hui, est-ce que tu vois un basculement de budget sur la partie influence ou qui peut aussi augmenter avec le temps parce que les rémunérations évoluent et les communautés évoluent aussi? Est-ce que vous investissez un petit peu plus d'argent sur le social, sur l'influence? Ou c'est géré par campagne ou par temps fort? Alors, c'est géré par temps fort, mais si on globalise, je pense qu'on est aujourd'hui à peu près à 50-50. D'accord. Ce qui est bien équilibré. Ce qui est pas mal. Potentiellement, on est peut-être un peu plus sur l'influence, mais pas grand-chose. Encore une fois, voilà, je me répète, ce qui est important, c'est que chaque dispositif intègre bien la globalité de l'écosystème. Sans ça, pour moi, ça n'a pas assez de valeur parce que ça veut dire qu'on loupe, on loupe un pilier de notre communication. Depuis quand vous travaillez avec les influenceurs? Est-ce que c'est nouveau ou est-ce que c'est un peu historique au niveau du groupe? Alors, historique, non. Nouveau, non plus. Je pense que ça fait 4-5 ans. D'accord. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on avait on a déjà investi des Snapchat, etc. il y a quelques années. Ensuite, il y a eu peut-être un peu moins... On était très, très présents sur nos propres réseaux pendant un temps. Et puis, depuis 2 ans, à peu près 2 ans et demi, on a complètement revu notre manière de fonctionner. C'est-à-dire qu'on n'a pas de calendrier éditorial sur, 2 mois, 3 mois, etc. On est déjà plus à la semaine. Tu vois, tous les jeudis, on a un espèce de mini comité éditorial pour se dire la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il y a? Et ça me permet, moi, d'avoir cette overview et puis l'équipe aussi de se poser un petit peu et d'avoir cette vision, mais plus à une semaine qu'à plusieurs mois. D'accord. Le plusieurs mois, ça va être sur les gros temps forts et où là, effectivement, on va avoir des dispositifs beaucoup plus complets. Mais on a une lecture beaucoup plus réactive. On tweet beaucoup moins. Avant, il y avait 3 tweets par jour. Aujourd'hui, on est peut-être à 1, 2 max.
Et quand je te dis 2, ça veut dire que pendant 3 jours, il n'y en aura plus. Donc voilà, par contre, on fait du paid, ce qu'on ne faisait pas avant. Ouais. Il y a 2 ans, il n'y avait pas du tout de paid. Aujourd'hui, on en fait. Et pareil, en fait, on essaie d'avoir une approche beaucoup plus qualitative et impactante qu'une approche quantitative et d'une certaine manière moins pertinente. On a parlé un peu de TikTok tout à l'heure. Du coup, en termes de plateforme, on a compris que vous étiez essentiellement Twitter, sûrement LinkedIn, j'imagine. Ouais. Facebook sûrement aussi, parce que c'est quand même un réseau surtout sur la partie commerce, surtout sur la partie client. Twitter, bien sûr. Twitter, à la fois sur la partie corporate et bien entendu sur la partie client, puisqu'on a un compte qui s'appelle EDF et moi, qui répond aux problématiques de nos clients. Instagram, oui. LinkedIn, bien entendu, sur la partie recrutement, notamment, mais pas que. Et puis, les autres plateformes sur lesquelles on est sur YouTube. Aujourd'hui, qu'on essaie de traiter de plus en plus comme un réseau social. Donc, on vient de temps en temps, à travers une veille aussi, répondre à certains commentaires, etc., que ce soit sur nos vidéos ou d'autres. On est sur Twitch, mais pas en tant qu'EDF, en tant que, justement, à travers des partenariats, etc. Dernièrement, on a fait une super campagne de recrutement avec un garçon qui s'appelle Choachan, et c'était canon. Il a fait un live entre midi et 2 sur l'alternance, et ça a cartonné. Et moi, j'ai regardé ça et j'étais ébahi parce que il y a plein de commentaires et tout. Et pour te donner un truc, c'est qu'on a multiplié par... on a fait x2 ou x3 sur le nombre de connexions sur le site EDF Recrute pendant le live. Donc, il y a une vraie corrélation. Donc, il y a une vraie connexion et en même temps, c'est hyper disruptif pour un groupe corporate hyper CAC 40, j'allais dire, mais très, très fort. D'aller sur Twitch et d'avoir ces créateurs de contenu qui vous aident, quoi. Ah, mais c'était génial. Et il a hyper bien fait et il a fait comme il devait le faire pour lui, pour sa communauté et pour nous. Et non, ça a cartonné. Concernant TikTok, voilà, même chose. On y est à travers des créateurs de contenu. Simon Puech, dernièrement, qui là va sortir une vidéo YouTube sur le nucléaire, mais qui a dévoilé un TikTok il y a quelques jours, qui marche très bien. On y est parfois en earned avec Hugo Clément, par exemple. Après, le point de TikTok, moi, pour le moment, c'est que... Et puis, je discute pas mal avec des créateurs de contenu sur le sujet. Il y a un truc sur l'algorithme que j'ai pas compris encore. J'ai l'impression qu'on est beaucoup à pas le comprendre. Mais quand on voit, en fait, qu'un créateur de contenu qui a plusieurs millions de followers peut faire une vidéo avec juste 300 vues et en même temps, la vidéo d'après, 3 millions de vues, il y a un tel écart qu'on se dit qu'il y a un problème. Les datas sont assez floues. Maintenant, ce que l'on comprend, en fait, en tout cas, ce que moi je crois avoir compris, c'est que, grosso modo, les premières secondes sont hyper importantes et que si l'échantillon que l'algorithme vise répond bien, alors il y aura une vraie vie à ton contenu, sinon c'est mort. Mais ça veut dire quand même que ça laisse peu de chance, en fait, au produit. Donc, aujourd'hui, nous, on s'est beaucoup posé la question, et notamment... dans l'écosystème, on a aussi les comptes du sponsoring, c'est-à-dire que on est partenaire des JOP 2024, donc les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. On est partenaire de la Fédération française de football, donc on a des comptes sur Twitter, Énergie du sport, etc., Énergie du foot. Et on s'est posé à un moment donné la question d'aller sur TikTok. Et en fait, on s'est dit que, on s'est vraiment dit, est-ce que c'est notre place ? Est-ce qu'on va réussir à créer une vraie audience ? Est-ce que ça va marcher ? Et en fait, on s'est dit qu'on n'avait pas forcément les moyens de le faire et qu'il valait mieux capitaliser sur des gens qui ont déjà créé des audiences, mais en s'apercevant que potentiellement, ils pouvaient faire juste 300 vues malgré 3 millions de followers. Donc, je suis d'accord avec toi, l'algorithme est très, très opaque. Il le reste en tout cas, ouais. Comme toutes les plateformes en général, mais plus particulièrement celui-ci, où finalement, on a des millions de vues des fois, on ne sait pas pourquoi, et on peut avoir très peu de vues, on ne sait pas pourquoi. Il y avait un document interne qui disait 1 seconde égale 1 vue. Donc, quand tu es en train de scroller, tu n'as pas vu le contenu, mais tu as fait 1 vue. Ouais, d'accord. Donc, ça peut expliquer les chiffres. Et tu es aussi sur un autre paradigme, c'est-à-dire que sur TikTok, tu vas voir des vidéos. Tu vas peut-être peu t'abonner à des créateurs de contenu. Alors que sur Instagram ou les autres plateformes, la démarche est inverse, puisque tu t'abonnes et ensuite, l'algorithme te sert les contenus de tes abonnés. On est d'accord. De tes abonnements. Donc, du coup... c'est un autre paradoxe. Tu ne sais pas non plus qui va voir tes vidéos sur TikTok. Donc, il y a pas mal de questions. Mais après, ça reste intéressant en termes de création de contenu. Et encore une fois, je crois que tu as raison. Il faut qu'il soit hyper légitime pour savoir qu'est-ce qu'on a à dire. Si c'est juste pour faire comme tout le monde, ça a peu d'intérêt et ça ne va pas servir ta cause en termes de discours. Mais ensuite, il faut peut-être générer des vues grâce aux créateurs qui ont déjà leur communauté et qui potentiellement t'intéressent. Ce qui est intéressant, c'est que tu as ces plateformes-là, quelles qu'elles soient, d'ailleurs, on parle de TikTok, mais on pourrait parler de Clubhouse. Ouais.
Parce qu'en fait, elles ont apporté quelque chose qui a réveillé les gros. C'est que, créativement parlant, on voit quand même Instagram qui... D'ailleurs, est en train de se tiktokiser un petit peu là sur certains. Il y a un feed là qui est en train de bouger. Voilà, selon les comptes, où c'est du TikTok. Mais voilà, il y a le feed en train de bouger. Là, dernièrement, j'ai vu qu'il y avait une évolution. Et en fait, au moins, ça a le pouvoir de challenger les gros. Et typiquement, Clubhouse a beaucoup challengé, notamment Twitter et Instagram, LinkedIn. Ouais. Et nous, on a créé, maintenant, on a diffusé le deuxième et on va en avoir pas mal là au mois de juin. Mais maintenant, on fait des spaces sur Twitter. Mm-hmm. Et en vrai, il n'y aurait pas eu Clubhouse. Ça serait jamais arrivé. On est d'accord. Donc en fait, comme Snapchat a disrupté Instagram, c'est ça. Ils ont créé les stories et à leur grande surprise, ça a marché. Exactement. Et qui est maintenant le produit star de chez Instagram, qui aurait pu être finalement... Instagram aurait pu complètement mourir parce qu'il manquait d'originalité. Donc. Et la concurrence, les motifs, sans Snap. Sûr. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir en fait que il y a... Et ce qui est une bonne nouvelle quand même, c'est que tu as plein de gens qui ont plein d'idées. Parfois qui marchent, parfois qui marchent pas. Ouais. Mais ça permet de challenger les plus gros et donc au final, les grands groupes aussi de s'y retrouver un petit peu parce qu'effectivement, on peut pas aller partout. Il faut qu'on fasse des choix. Bien sûr. Et donc c'en est un. Et donc voilà. Donc TikTok, on y va, mais à travers des créateurs de contenu comme Twitch, par exemple. Quelle est ta vision des agences de l'extérieur ou du monde extérieur de l'influence? Donc là, tu as une équipe interne d'experts. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, c'est plus simple de faire des campagnes d'influenceurs avec des partenaires? Est-ce que c'est plus complexe? Est-ce que c'est encore opaque? Ou est-ce que c'est opaque ou pas d'ailleurs? Comment tu vois ce monde entre les créateurs, les agences et les marques? Je pense que tu as créateurs, agents de créateurs, agences potentiellement de créateurs, agences et marques. Donc en fait, il y a beaucoup d'intermédiaires. Ouais. Parfois, je trouve que ça manque de simplicité. Ouais. Je pense qu'il y a... Voilà, comme je te disais tout à l'heure... C'est dingue quand même, comme c'est beaucoup plus simple quand on se retrouve tous dans la même pièce et qu'on arrive à tous échanger ensemble sans que l'on parle de qui se fait une marche sur quoi et qu'en fait, on a juste cet échange-là pour juste bien faire le dispositif et travailler de la bonne manière. Et c'est peut-être ça qui manque de temps en temps. Ce qui est assez marrant, c'est de voir que assez facilement, quand il y a un problème, on nous met en face du créateur de contenu. Quand tout va bien, c'est rare, mais quand il y a un problème... J'ai eu ça à l'automne dernier. Tout se passait très bien jusqu'au moment où la personne a annulé. Ah oui. Bah, comme par hasard, ce jour-là, je l'ai eu en face de moi, la personne. Je pouvais lui parler sans problème, tu vois. Mais avant, jamais. Pas sympa. Voilà, tu vois. Donc c'est d'un seul coup, voilà. Mais les agents, tu trouves ça intéressant ou est-ce que ça vous aide à les agents ou les agences? Les deux. Je dirais les agents d'agents, les agences d'agents ou les agents. Je pense que les agents intermédiaires aussi. Je pense que les agents c'est important pour un point. Je pense que les agents c'est pas pour nous. Je pense que les agents c'est important pour les créateurs de contenu parce que la plupart sont jeunes, n'ont pas la connaissance administrative, etc., gestion de projet. Qu'en plus ils ont des communautés à faire vivre qui sont assez importantes. Donc ça, je pense que c'est hyper important. Je pense que les agents ne comprennent pas grand-chose pour la plupart. Pas pour la plupart. Pour certains d'entre eux, je me reprends. Je vais me fâcher sinon avec tout le monde. Non, mais je pense que c'est important. En fait, je pense que ça serait important que chacun s'immerge chez l'autre. En gros, moi, les agents, je voudrais bien qu'ils viennent chez EDF pendant une journée. D'ailleurs, je lance un appel, n'hésitez pas. Fais gaffe, ils vont tous débarquer. Non, mais pas de problème, envoyez-moi des DM. Venez voir ce que c'est que travailler dans un grand groupe. De la même manière, allez voir ce que c'est que travailler dans une agence de communication qui a des concepteurs-rédacteurs, des directeurs artistiques, qui travaillent à des idées. Alors certes, parfois, c'est pas exactement aligné avec la manière dont le créateur de contenu fait ses vidéos, etc. Mais en fait, tout ça n'est qu'une histoire de discussion. De la même manière, mes équipes, je les ai amenées dans des agences pour qu'elles comprennent. Parce que pour le coup, j'en viens, donc c'est facile pour moi de me dire « Ouais, mais en fait, ça se passe comme ça. » Oui, mais... mon équipe, non. Donc, il faut les amener. C'est une question d'acculturation. Et donc, je pense qu'on a tous des bonnes choses à s'amener, à la condition de respecter le travail de l'autre. Je pense qu'il faut faire très attention aussi, quand on est créateur de contenu, à rester à sa place. Quand je dis ça, ça vaut pour moi. Je reste à ma place. Mais aussi, parce que c'est pas parce qu'il y a un deal financier, c'est pas parce qu'il y a 800 000, 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes qui suivent, qui sont abonnés à un compte, que d'un seul coup, ça en fait quelqu'un de au-dessus, en dessous, différent, j'en sais rien.
je te parle Cyril, tu me parles Thomas, et voilà, on se parle, quoi, et c'est cool. Et pourtant, on fait tous les deux des métiers différents, et c'est pas très grave. Et on est sûrement des personnes différentes. Bah, là, c'est la même chose. Donc c'est ça, je pense que le warning, c'est attention à ne pas mettre trop d'intermédiaires, et puis voilà, tout le monde est humain. En plus, potentiellement, on fait pas des métiers qui vont sauver des vies. Non. Donc, il y a pas trop de pression. On a des enjeux, c'est sûr, mais il n'y a pas une pression qui est dingue au point que parfois il y ait des tensions qui soient à ce point compliquées, quoi. Ouais. Moi, j'ai vu ça un peu arriver parce qu'on a créé l'agence en 2010. Enfin, j'ai créé l'agence en 2010. Et effectivement, on a vu arriver au début des blogueurs, des influenceurs qui ensuite sont devenus très successful et qui ont dû s'équiper. Assistants, managers, producteurs, agents, comme tu veux. Et c'est vrai qu'on a vu arriver les agents à peu près en 2018, 2017. Ouais, c'est ça. Mais qui était un nouveau métier aussi. Mais on a voulu rapidement en faire un métier différent alors qu'il existe dans d'autres milieux artistiques. Et c'est un vrai métier, agent. Il faut savoir écouter, il faut savoir conseiller, il faut savoir convaincre son talent et son client. Et je trouve que sur l'influence, on a peut-être été un peu trop vite sur ces métiers, sans se poser la question de qu'est-ce qu'avait besoin le client, la marque, et pas simplement défendre le talent. Aujourd'hui, quand tu parles à des agents, ils vont 200% défendre leur talent et très peu écouter les marques parce qu'ils n'ont soit pas la culture, c'est-à-dire qu'ils sont souvent très jeunes, et donc c'est peut-être leur premier job, qu'ils n'ont pas appris à travailler ou à écouter un client qui exprime des besoins avec un objectif, et donc ça c'est complexe, et qui sont du coup plus dans une posture d'assistant, tu vois, qu'une posture d'agent qui forcément, normalement, doit prendre un peu de hauteur, doit organiser, doit fluidifier les échanges. Ouais, mais je pense qu'avec le temps, ça va se mettre en place tant que les agents évoluent eux-mêmes et puissent apprendre leur métier, parce que c'est normalement un facilitateur. Je vois certains influenceurs avec qui on travaille, c'est presque plus complexe avec un agent que sans agent. Même si je respecte totalement leur métier et je sais qu'ils font que c'est pas facile non plus tous les jours pour eux, parce que ils ont aussi le côté talent qui peut ne pas leur répondre ou ne pas répondre en temps et en heure. Mais en tout cas, c'est des métiers nouveaux qu'il faut, je pense, accompagner avec le temps. Mais après, c'est des choses qui sont naturelles dans un nouveau métier aussi aujourd'hui, quoi. Mais encore une fois, c'est le côté partenariat. Je suis assez d'accord avec toi, qui manque dans certaines collaborations. Plus que clients, fournisseurs ou médias. Parce que des fois, ils se concernent un peu comme des médias, alors que ce n'est pas des médias. C'est des êtres humains, c'est des personnes qui ont une communauté, mais on ne doit pas les vendre comme des médias. Certaines agences d'agents nous les vendent comme des médias ou comme des tomates. Ah non, mais on est d'accord. mais c'est ça. Mais c'est le problème. Enfin, après... Je crois que c'est assez français. Pour avoir bossé pas mal sur l'international, on a beaucoup de problématiques en France et en Italie avec ce genre de sujet. Et dans d'autres pays, c'est assez réglementé, je dirais. Et c'est un marché qui est en pleine structuration. Je pense qu'on a un sujet, effectivement, de maturité. Il y a un sujet de compréhension. Ah ouais. Tu l'as dit, ils sont très jeunes, pour la plupart. Quand tu bosses avec des personnes qui ont 20 ans, voilà. Tu peux pas leur demander un niveau d'exécution de quelqu'un qui a 30 ans de métier, donc c'est sûr. Exactement. Mais en même temps, quand on fait de la communication, parce que pour moi c'est de la com, on doit savoir lire une plateforme de marque, on doit savoir lire des valeurs de marque et faire en sorte que le brief du client corresponde au créateur de contenu, etc. Mais ça, c'est une étape qu'ils ont zappée, qui est la communication. Je suis d'accord. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. C'est le sujet de la... Tu vois, c'est pareil, il y a un vrai point quand on travaille avec des agences. Donc, elles viennent avec une idée créative et derrière, avec la manière dont l'idée va venir prendre forme. Donc, sur nos réseaux, potentiellement sur une plateforme, dans un jeu vidéo, j'en sais rien, ou effectivement à travers des créateurs de contenu. Et la difficulté qu'ont les agences, c'est que souvent, elles viennent avec des propositions de créateurs de contenu. Alors, je sais pas, Cyril Athias... Et ça fait l'idée, mais en fait, non. Non, ça fait pas l'idée. Mais elles viennent avec des propositions de créateurs de contenu. Donc, Cyril Athias, très bien. Donc, voilà, on va proposer à Cyril... Oui, mais Cyril Athias, vous en avez parlé avec lui? Non, parce qu'en fait, son agent veut pas s'engager sur un truc... Oui, mais alors, si c'est pas Cyril Athias... Alors, on a le backup. Ouais. OK.
Et si c'est pas le backup, on a le backup 2. Ok. Mais donc ça, je comprends. Et en fait, ça, je comprends tout à fait. Et je pense que c'est un vrai sujet aussi. C'est-à-dire que pour moi, les agences auraient vraiment à gagner et les influenceurs auraient vraiment à gagner, à minima, accepter d'être sondés et de donner leur avis sur un truc. S'ils disent non direct, l'agence, elle n'a pas à proposer, j'en sais rien moi, mais n'importe quel influenceur, parce qu'en fait, tes clients... Mais ils sont déçus à la fin. Tu vois Batman et Robin, ah bah d'un seul coup, ça te fait briller les yeux. Bon, finalement, t'auras tic et tac, c'est pas tout à fait le même duo, pas tout à fait la même manière, le même angle, etc. Ouais, c'est vrai. Et donc, en fait, c'est ça qui est compliqué. Et voilà, il y a un vrai travail aujourd'hui de collaboration. Ok, les créateurs de contenu sont très sollicités. Ok, ils ont beaucoup d'audience. Ok. S'ils veulent gagner en crédibilité, Oui, en créativité, voilà, il faut travailler avec les agences parce que, par contre, voilà, ce dont je suis convaincu aujourd'hui, et après 2 ans et demi chez Annonceur, j'en suis convaincu fois 12, c'est que on ne peut pas remplacer le travail de l'agence créative, ni par une agence média, ni par un agent d'influenceur, ni par un influenceur lui-même. C'est l'agence créative qui doit l'idée parce qu'elle a, qui doit l'idée parce qu'elle va justement avoir la lecture de la plateforme de marque, elle va avoir la lecture de l'attente du client et la lecture créative. Et ça, c'est un truc extrêmement important. Donc, si tout le monde travaille ensemble, je pense que ça peut être hyper vertueux. Si ce n'est pas le cas, je vois pas en fait comment on peut y arriver facilement. Tu pêches un convaincu. Nous, on fait beaucoup de collaborations à 4 mains, ce que j'appelle. Donc, on brainstorm avec les influenceurs qu'on a identifiés. Et puis, bien souvent, et très, très humblement, les bonnes idées viennent de chez eux, parce qu'ils connaissent leurs médias, ils connaissent leur audience, et surtout, ils portent l'idée. Bien Ce sûr. qui, pour moi, est beaucoup plus fort qu'un brief d'agence où on va demander à l'influenceur, entre guillemets, de jouer un rôle, ou d'endosser un rôle qui peut très bien lui aller, mais dont il n'est pas à l'origine non plus. Et je sais que ce sont des entrepreneurs multitâches Bien sûr. qui ont besoin, à un moment donné, de générer de la créativité et des idées. Et leur meilleur succès, c'est eux qui ont eu les idées. Sinon, ils ne seraient pas influenceurs, si tu veux. Donc ça, c'est vachement important. Et après, effectivement, il faut le temps, il faut les connaître. Il faut avoir le temps de réfléchir avec eux, mais ça dépend des briefs et des sujets. Mais effectivement, c'est une meilleure campagne, ça a été des co-collaborations avec eux, parce qu'ils sont impliqués, quoi. Et forcément, aujourd'hui, c'est ce qu'on va demander à un créateur de contenu, au-delà de l'audience, parce que ça, ils les ont, c'est d'être impliqué à 200% sur une idée marque, agence. On sait pas d'où vient l'idée, en tout cas, sur cette idée-là, de pouvoir la porter, quoi. Sur une de nos campagnes dernièrement, là, on a eu cette discussion avec le créateur de contenu. Moi, j'étais un peu inquiet parce que je trouvais, et a posteriori, j'avais complètement tort, je trouvais qu'on n'était pas assez présent. Et à tel point que 48 heures avant la vidéo, on n'était pas certain que la vidéo sorte. Et on a fini par faire un call, une visio avec le créateur de contenu. Et en fait, il y a eu une discussion, il m'a plutôt convaincu. Et en fait, je lui ai posé une question, je lui ai dit, ok, est-ce que tu es fier de cette vidéo-là que tu vas publier sur ta chaîne YouTube? Et il m'a dit, oui, je suis fier. À partir du moment où il avait dit ça, pour moi, la parenthèse était terminée, il a publié, et après, on allait voir comment ça allait prendre ou non. En l'occurrence, ça a plutôt bien pris. Et donc, force est de constater qu'il avait raison. Et c'est pour ça que je te dis, a posteriori, objectivement, j'avais tort. Mais voilà, c'est ça aussi, t'as raison, on est chez eux. On est chez eux. Et donc, ils connaissent normalement mieux les lieux que nous. Bah ouais. Ils connaissent leur audience, ils connaissent ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ce qu'ils peuvent difficilement expliquer à l'extérieur. Parce que même eux, des fois, c'est pas très rationnel. Mais en tout cas, ils savent à peu près ce qui va marcher. Et comme des fois, ils peuvent te dire, ah non, mais moi, ce brief-là, il rentrera pas chez moi parce que ça ne marchera pas. Oui, et je vous le dis. Ce qui est plutôt honnête. Après, il y en a plein qui te disent peut-être pas. Parce que des fois, ils en savent rien non plus. Et puis des fois, ça fait un flop, ça peut marcher. Ça peut arriver, mais en tout cas, c'est vraiment une histoire de mise en abîme, de se dire, on rentre chez quelqu'un et il va nous interpréter la marque selon ses codes, Moi, je compare toujours ça à un orchestre. Quand tu fais une campagne d'influence, il te faut des musiciens qui vont faire une belle symphonie. Si tu as un des musiciens qui n'est pas à l'aise ou qui joue faux, ça va sonner faux. Oui, d'accord. Donc, c'est une histoire d'alchimie entre la marque, les valeurs, la personnalité de l'influenceur, qui est plus importante que sa capacité à générer des contenus, et il faut qu'il y ait une adéquation parfaite. Mais ça, c'est des fois dans le meilleur des cas, quand on a le temps, quand on peut bien choisir, et quand des fois on n'a pas d'obligation. On a beaucoup parlé un petit peu d'influenceurs classiques. Je vais te parler d'un
télé-réalité, c'est un truc sur lequel vous travaillez, parce que ça fait beaucoup de bruit normalement. Pas du tout. Non. En tout cas, alors. Ou ancien télé-réaliteur reconverti, non, ou repenti. Même pas. Tu vois, j'essaie de réfléchir à ce que l'on peut avoir fait côté pôle publicité pour le coup, donc plutôt client. Et non, même pas. Non, pas du tout. On regarde. Après, il y a des gros chiffres. Hein. Des fois, ça fonctionne. Ouais, mais on regarde beaucoup. Mais non. Après, je vais surtout pas m'avancer pour le pôle pub. Mais tu vois, j'ai vu ce point là il y a quelques temps lors d'une conférence, celle de CB News pour le coup, où on m'avait posé la question, c'est quoi l'influence ? Et j'avais répondu qu'en fait je trouvais ça hyper galvaudé le mot influence, et qu'aujourd'hui c'est un gros mot aujourd'hui. Voilà, c'est devenu un gros mot avec lequel on a tous du mal à s'entendre. C'est hyper compliqué à qualifier. Va donner la définition du mot influence aujourd'hui, parce qu'en fait influence, tu as les influenceurs de Dubaï là qui moi j'en ai une si tu veux. Elle date. Hein. Ah vas-y, je t'écoute. Moi j'ai une définition que j'utilise en cours quand je donne des cours à Sciences Po de temps en temps. Pour moi c'est un personnage, donc c'est une personne qui incarne une passion, pas plusieurs, une passion, et qui a une audience, c'est un créateur de contenu qui a une passion, qui est autoritaire sur un sujet, c'est-à-dire qu'il va avoir une autorité par rapport à une communauté, et qui a une communauté engagée. Pour moi, c'est quelqu'un qui arrive à diffuser un message avec conviction, avec autorité, puisqu'il est légitime dans ce rôle, sur une audience qu'il a réussi à capter. Et forcément, derrière, potentiellement, les influencer. On est d'accord. Vers un sujet. Mais c'est de plus en plus rare, je dirais, parce qu'on a de plus en plus d'influenceurs qui n'ont pas de passion, qui n'ont pas de sujet, mais qui sont populaires. C'est là où je ferai moi la différence entre la télé-réalité et les influenceurs d'aujourd'hui, où je trouve que la télé-réalité ou les ex-télé-réaliteurs sont des gens à forte notoriété, que j'appellerais populaires, au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'ils sont visibles, versus des influenceurs ou des créateurs de contenu qui, pour moi, sont nés sur les plateformes et qui ont émergé de finalement nowhere et qui ont réussi à se créer une communauté grâce aux réseaux sociaux. J'ajoute une strate qui est en fait celle de toi et moi. Et en fait, de tout le monde. Souvent, en ce moment, on parle beaucoup d'employés d'advocacy chez nous aussi. Donc, et pour moi, c'est de l'influence. Ouais, c'est important. Et aux salariés du groupe EDF, quand je les rencontre avec mon équipe, quand on les rencontre, on leur dit, l'un des premiers trucs qu'on leur dit, c'est en fait, chacun de nous est un influenceur. Le dimanche en famille, avec des amis, etc. En fait, on l'est tous. Qu'importe la communauté presque, enfin, qu'importe la quantité, mais la qualité est importante. L'idée, c'est que, comme tu l'as dit, et je suis 100% d'accord avec toi, à partir du moment où tu as autorité sur un sujet, que tu le portes, que tu as passion et que tu peux en discuter et que tu arrives à convaincre les gens autour de toi, tu es influenceur. Et donc, en fait, je pars de ce principe-là. Et effectivement, après, la difficulté, c'est quand nous, on parle de nos métiers, donc effectivement, d'audience beaucoup plus importante, à la fois quantitative et qualitative, oui, il y a une difficulté, mais c'est parce qu'en fait, on mélange un peu les torchons et les serviettes, de la même manière que tu peux pas mélanger un leader d'up avec lesquels on va pouvoir travailler sur des audiences très spécifiques, institutionnelles, etc., VS un créateur de contenu qui a émergé sur une communauté et qui, sur YouTube, te fait des vidéos de vulgarisation scientifique et avec lequel on va parler de nucléaire, d'éolien, de solaire et d'hydroélectricité, et une influenceuse née de la télé-réalité ou de la télé tout court, et qui a plusieurs millions de followers sur Instagram et qui parle, on en avait parlé lors de cette conférence-là, mais en gros de promouvoir un chirurgien esthétique pour refaire son vagin. Ah non, ça c'est pas possible en fait. On peut pas comparer ces gens-là. Oui, pour moi c'est deux stratégies, deux axes différents. Voilà. Et deux gens qui ont un seul truc en commun, c'est les réseaux, mais forcément c'est pas leur trajectoire. Ouais, non. Et nous, pour le coup, on travaille pas aujourd'hui, mais parce qu'on n'est pas une marque pour ça non plus. Je pense que oui, c'est logique, ce serait logique. Tu me dis. Voilà. Donc on n'a pas cette volonté-là. Et quoi qu'il arrive, c'est des discussions aussi qu'on a avec les agences. Moi, je regarde beaucoup quand on nous fait des propositions. Je regarde pas juste le profil et les chiffres. Je regarde le contenu. Et parfois, ça nous est arrivé d'aller vers des créateurs de contenu
avec moins d'abonnés, mais parce que je trouvais que c'était plus logique, plus en adéquation avec ce que l'on voulait faire, et que l'idée portée était plus juste, plutôt que d'aller chercher de la puissance, mais sans s'assurer derrière qu'on soit réellement impactant et que ça fonctionne par rapport au message qu'on voulait faire passer. Donc, télé-réalité à l'heure actuelle, non. Attention au mélange des genres et respect de notre ligne. En termes de KPI, si on peut essayer de sortir des KPI, qu'est-ce que vous, aujourd'hui, alors, il y a peut-être différents KPI, mais comment vous mesurez le succès d'une opération? Moi, comme tout le monde. Vues vidéo, engagement. Et après, ce que l'on va beaucoup regarder, ce sont les commentaires. C'est-à-dire que moi, j'apporte un soin particulier aux commentaires. Et donc, voilà, je reviens à ce truc-là qui est un peu une espèce de moto. C'est qualitatif vs quantitatif. C'est très bien de faire 1 million de vues. Déjà, on sait tous que le taux de complétion fait que le million de vues, la réalité, c'est pas 1 million. Si derrière, c'est pour avoir 1000 commentaires où tu te fais défoncer, je suis pas certain. Moyen, ouais. Par contre, ton taux d'engagement va exploser. Ouais, mais par contre, avoir 100 000 vues et 1000 commentaires positifs, ça m'intéresse. Ouais. Les deux m'intéressent, toujours pareil, on est dans la contradiction et dans le débat, donc j'ai pas de problème à me faire critiquer. Après, tout dépend de la critique. Bien sûr. Il faut être constructif, mais si tu veux, j'ai pas ce souci-là. Ce qui va m'intéresser, c'est effectivement dans les KPI, nombre de vues quand on fait des vidéos, bien entendu, taux d'engagement, bien entendu, et on y rajoute vraiment le côté qualitatif. Donc les commentaires sur YouTube, on va beaucoup regarder le nombre de likes qui est visible. On voit pas le nombre de dislikes, mais on discute avec les agents et les créateurs de contenu pour l'avoir, pour voir quel ratio, et puis surtout par rapport aux autres vidéos. Est-ce que cette vidéo-là est dans la moyenne, plus, moins, le nombre de commentaires? Nous, on screen justement tous ces commentaires-là pour se dire, OK, tonalité neutre, positive, négative. Et ça, c'est important parce qu'en fait, ça apporte derrière, surtout que, comme tu l'as compris, on aime bien prendre des risques. Donc, on va plutôt aller vers des gens qui, au départ, sont pas forcément en adéquation avec nous. Ouais. C'est pas des gens qui sont convaincus EDF. Donc, si on voit que leur audience est montée dans le train et a pris le truc, bon, là, on se dit que c'est une OP qui réussit, même si c'est que, entre guillemets, 200 000 vues vs 1 million ou 2 millions qu'on pourrait avoir à côté, quoi. Ouais, c'est plutôt fair. Très bien. J'ai une partie dans l'interview de questions-réponses. Dis-moi. Je vais te donner 2-3 mots, enfin un mot, tu me donnes un autre mot. Vas-y. D'accord? Innovation. C'est dur, ça. Attends, innovation. Twitter Spaces. Très bien. Influenceur. L'avenir? Non. Influenceur. Complexe, non? Ouais, complexe. Enfin, si c'est qu'un mot, oui, complexe. Pour ça. Mais sinon, non, personne n'a autorité sur un sujet. Ok. Énergie. EDF. Agent. Complexité. Très bien. Écoute, on arrive vers la fin de l'entretien. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune marketeur ou quelqu'un qui arrive dans une entreprise un peu comme la tienne, qui débute sa carrière? Faire preuve d'humilité, d'écoute, de curiosité beaucoup, parce que je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. La curiosité, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui beaucoup. On veut tellement aller trop vite qu'on oublie d'être curieux et qu'on oublie de prendre le temps de s'intéresser aux choses. Donc voilà, moi c'est quelque chose qui a beaucoup guidé ma carrière, de m'intéresser aux choses et de poser des questions et en profondeur et pas juste d'entendre un truc en disant ah ok c'est bon je sais et puis de partir. Donc voilà, et puis de la rigueur beaucoup aussi parce que quand on est dans un groupe comme EDF, il y a des codes et il faut de la rigueur parce qu'on a beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup de sujets qui sont très différents à traiter. Donc ça c'est clé aussi. Est-ce que tu aurais une lecture à nous conseiller? En ce moment, comme j'avais vu la question, je l'ai un peu préparée et surtout j'ai un livre de chevet qui me passionne. C'est le plan de transformation de l'économie française du Shift Project. Alors, ça a tout à voir avec EDF, hein, donc c'est mon vrai livre de chevet actuellement parce que là, on fait face à un défi qui est à la fois extrêmement effrayant, en même temps passionnant et exaltant. Celui de réussir à transformer nos habitudes, à arrêter de transformer notre planète dans quelque chose qui ne sera plus vivable dans quelques années,
Et je ne suis pas forcément un adepte du Shift Project, mais c'est une opinion à écouter, à entendre, de la même manière qu'il y en a d'autres. Donc j'essaie en ce moment de lire et d'avoir plusieurs lectures sur le sujet aussi pour me faire ma propre conviction. Donc ouais, en ce moment, et c'est hyper intéressant, c'est hyper accessible. C'est accessible, ouais, c'est ça, oui. C'est pas trop... Non, c'est hyper accessible, il y a plein de schémas, et d'ailleurs, ils en ont fait aussi des BD. Donc voilà, je conseille à fond. Il y a un sujet aussi, si, pour ceux qui ont la chance de pouvoir le faire, je vous conseille vraiment d'aller voir aussi l'association La Fresque du Climat, qui permet de comprendre tous les tenants et aboutissants du réchauffement climatique, de voir l'impact de l'homme sur le sujet. C'est un peu flippant, la réalité, parce qu'on se rend compte, au moment où on fait cette fresque du climat, qu'un jeu de cartes, on le fait à plusieurs, c'est un atelier, c'est un peu flippant de se dire à quel point l'homme a transformé un usage fort sur le dérèglement climatique. En même temps, ça permet de se rendre compte un petit peu de ce que l'on peut changer pour améliorer les choses. Et voilà, aujourd'hui... ça fait vieux con, mais la réalité, c'est que on y est, qu'on n'a pas beaucoup de temps, ouais. et qu'il faut vraiment, faut arrêter de se dire on va s'y mettre. Il faut s'y mettre tout court. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Écoute, on va regarder ça. Et est-ce que tu aurais une personne ou deux à me recommander ? Alors j'en ai deux pour le coup. C'est deux planeurs strat avec lesquels j'ai adoré travailler quand j'étais en agence. Un qui est un sacré planeur, fan de gaming. Enfin, moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré quand j'ai travaillé avec lui. On a fait des campagnes magnifiques ensemble, qui s'appelle Fabien Gaëtan. Et le deuxième, c'est Jean-Baptiste Bourgeois, qui est le patron de la strat actuellement chez We Are Social. Et pareil, c'est un garçon avec lequel j'ai beaucoup travaillé, qui est aujourd'hui le planeur qui nous accompagne, un des planeurs qui nous accompagne sur EDF. Donc voilà. Et pareil, mec passionnant. Je suis pas un grand stratège, mais j'ai une profonde passion pour les stratèges et pour ce qu'ils arrivent à faire. Les planeurs, moi, ça me fait... je pourrais passer des heures à les écouter et tout ça. Un bon planeur, tu peux passer des heures, c'est sûr. Non, mais c'est ça, et c'est génial parce que voilà, ce sont des puits de science, ce sont des gens qui... parfois, on se dit, ils vont chercher des trucs. En fait, c'est des énormes bosseurs qui font énormément de recherches, qui arrivent à te sortir... c'est un vrai métier. Tendance, ouais, voilà. Et je trouve ça génial, et j'aurais aimé, mais vraiment avoir ce talent-là. Et donc, pour le coup, je suis hyper admiratif. Ce sont deux garçons qui sont très, 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 très talentueux. Écoute, on note, on va les inviter. Ils vont nous donner leur planning stratégique du social, ce qui est intéressant. Écoute, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à toi, Cyril. Et puis, on se dit à bientôt sur les réseaux. À bientôt. Salut. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Athias ou m'envoyer un message sur podcast@marketinginfluence.fr. À bientôt.